Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un journal plus court qu'à l'habitude que nous allons vous présenter, avec d'ailleurs quelques secondes d'avance pour nous permettre quand même d'être complet, car nous avons, vous le savez, un rendez-vous à 20h15 précise, un rendez-vous avec le football, la finale de la Coupe des Coupes, les Belges d'Anderlecht contre les Allemands de Hambourg. Sans plus attendre donc la première page de ce journal avec cette très bonne nouvelle pour Concorde, le juge fédéral Pollack lui permet, au terme d'un long procès, d'atterrir à New York. Le juge donne ainsi raison à Air France et à la British Airways contre les autorités portuaires de New York. C'est un très beau succès dont il ne faut quand même pas trop vite se réjouir, puisqu'immédiatement un appel a été formé contre cette décision. Mais en quelques minutes, voilà que le ciel de l'Atlantique s'éclaircit pour Concorde. Est-ce que la décision du juge Pollack signifie que l'aviation française ou européenne a le vent en poupe en Amérique? Disons que nous venons de bénéficier de décisions qui nous sont particulièrement favorables, mais la bataille n'est pas gagnée pour autant. Ceci dit, je veux dire que le verdict qui vient de tomber est significatif. Il indique clairement que toutes les arguties par lesquelles depuis plus d'un an on essayé de s'opposer à l'atterrissage de Concorde à New York sont illégales et elles sont déclarées illégales par la justice américaine. C'est très exactement la thèse que défendait avec beaucoup de persévérance le gouvernement français depuis plus d'un an. Et c'est dire que cette décision, bien sûr, est accueillie avec beaucoup de satisfaction et pour ma part avec beaucoup de joie, car elle me fait oublier beaucoup de déboires ou de moments par le passé. Mais il faut regarder l'avenir. L'avenir est simple. Dès maintenant, Air France et British Airways entrent en contact avec les autorités américaines pour fixer le jour où le Concorde servira à New York. Et je pense que ce jour est désormais très très proche. Et en effet, puisque Air France se précipite dans la brèche et pense ouvrir la ligne Paris-New York dès le 20 juin. Des mesures pour l'embauche adoptées tout à l'heure en Conseil des ministres. Le gouvernement va se mobiliser tout l'été pour assurer surtout l'emploi des jeunes, car chaque rentrée apporte son flot de jeunes à la recherche d'un premier emploi. Les mesures, ce sont celles annoncées il y a 15 jours par Raymond Barre à la tribune de l'Assemblée nationale et que vous nous rappelez, Alain Dubé. Oui, pour donner du travail aux jeunes chômeurs, le gouvernement compte d'abord, évidemment, sur les chefs d'entreprise. L'État prendra donc à sa charge un certain nombre de cotisations sociales patronales qui représentent environ 35% du salaire brut. En bénéficieront les entreprises qui embaucheront des jeunes sortant de l'école, de l'apprentissage ou du service militaire. En bénéficieront également les patrons de l'artisanat et du petit commerce qui recruteront des apprentis à la rentrée prochaine. Alors ça, c'est pour l'embauche, maintenant pour la formation. Oui, pour que ces mesures aient un effet durable, il faut donner un complément de formation professionnelle aux demandeurs d'emploi de moins de 25 ans. Ils se verront donc offrir des formules variées de stages, soit dans des centres publics ou conventionnés de la formation professionnelle, soit dans des entreprises. Et ces stages seront rémunérés. Enfin, le gouvernement va encourager les jeunes à aller travailler à l'étranger à l'issue de leurs études. Ils pourront recevoir désormais une prime de mobilité de 4 850 francs. Et puis dans la foulée, le CNPF veut apporter sa pierre au train de mesures gouvernementales. Il réunit demain 300 responsables pour faire le point en fin de journée sur ce que les chefs d'entreprise peuvent proposer aux jeunes. Au même Conseil des ministres, un projet de loi pour favoriser le développement des coopératives ouvrières et puis l'approbation du nouveau projet de la taxe professionnelle qui sera proposé mardi aux députés. Les états-majors syndicaux se préparent maintenant à leur grande journée de grève du 24 mai, une grève qui prend plus de relief depuis la décision de Force ouvrière de s'associer au mot d'ordre. Les congressistes de FO ont poursuivi leurs travaux à Vichy avec cette fois l'intention de marquer leur distance vis-à-vis de la CGT et de la CFDT. Mais sans attendre cette journée du 24, les postiers CGT et CFDT ont aujourd'hui bloqué la plupart des centres de tri de la région parisienne, avec les perturbations que vous pouvez imaginer sur la distribution du courrier. À Créteil, centre de tri tout neuf, début d'embouteillage ce matin. 20 à 50% de grévistes selon les équipes, de jour ou de nuit. Pour ces postiers trop jeunes pour avoir fait la grève de 74, une revendication essentielle, augmenter les effectifs. Tous les jours, il reste 160 000 lettres en souffrance qui ne sont pas triées à cause du manque d'effectifs. Sur d'autres centres, c'est le même problème qui se pose. Est-ce qu'il y a des problèmes de conditions de travail aussi? Les problèmes de conditions de travail, ils tiennent surtout au problème de manque d'effectifs. Ils tiennent au fait qu'il n'y a pas assez de personnel pour passer tout le courrier. Le manque d'effectifs, il est temporaire, répond l'administration. Certes, des difficultés
sont entre le trafic et les difficultés d'ajustement entre le trafic et le personnel sont constatées dans un certain nombre de centres, mais je pense que en particulier avec les effectifs supplémentaires de vacataires que le gouvernement a décidé d'affecter à la Poste dans le cadre de la lutte contre le chômage, il nous sera permis de résoudre un certain nombre de situations difficiles comme celles que vous avez vues. Les syndicalistes connaissent le chiffre des renforts. 5 000 pour la France, 1 000 pour la région parisienne. Ils déclarent que c'est insuffisant pour résoudre ce qu'ils considèrent comme un problème plus général de restructuration des PTT, alors ils restent sur leur position. Toujours dans le domaine politique et économique, il faut savoir que la bourse a repris du poil de la bête ce matin. Elle était en chute libre hier et elle a refait aujourd'hui une partie de son retard. Savoir aussi que Jérôme Monod, le secrétaire général du RPR, a passé au crible les comptes du programme commun mis à jour par l'Humanité hier. Avec ça, c'est simple, a dit Jérôme Monod, c'est la transformation immédiate de la société française en société socialiste. Le Parti communiste a un autre souci aujourd'hui, la défense. Devant le comité central du PC, Jean Canapa a infléchi davantage encore la position de son parti. L'armement nucléaire de la France doit être maintenu, a-t-il dit. C'est le seul moyen de dissuasion réelle du pays. Encore un signe, Noël Copin, de l'évolution du Parti communiste. Oui, l'événement d'aujourd'hui sera sans doute comparé à d'autres événements comme l'abandon de la notion de dictature du prolétariat l'année dernière ou plus récemment, il y a quelques semaines, l'attitude de M. Marchais à l'égard de l'élection du Parlement européen et du suffrage universel. Aujourd'hui, c'est un principe du programme commun qui se trouve effacé, la renonciation à toute forme de force stratégique nucléaire. M. Canapa lui-même rappelle d'ailleurs ce principe, souligne qu'il est effacé et souligne qu'il s'agit là d'une novation. Alors la raison, c'est pour se rapprocher davantage des socialistes, pour permettre un compromis? Eh bien, certainement, ça va faciliter le dialogue avec les socialistes. Beaucoup de socialistes demandaient une modification du programme commun sur ce thème, mais l'explication de M. Canapa est d'une autre nature. M. Canapa explique que si l'attitude du Parti communiste a changé, c'est parce que la situation elle-même a changé. Premièrement, l'armement nucléaire est devenu un fait incontestable, dit-il, et puis deuxièmement, les forces classiques, les forces conventionnelles n'ont cessé de se dégrader. Mais je crois qu'à travers cet exemple, on peut saisir aussi toute l'importance qui peut être donnée au mot actualisation du programme commun. Et l'on peut se demander si après tout les partenaires du Parti communiste ne vont pas se sentir autorisés eux aussi, en fonction d'un changement de situation, à remettre en cause tel ou tel autre principe de ce programme. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème avant l'été. Après les protestants, après les israélites, ce sont les catholiques qui étaient aujourd'hui à l'honneur à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing recevait à déjeuner les principaux responsables catholiques du pays. À sa table, Monseigneur Etchegaray, Monseigneur Matagrin, le cardinal Renard, Monseigneur Elchinger, et puis bien sûr le cardinal Marty, qui ont croisé Raymond Barre et ses ministres à la sortie du Conseil, un petit peu avant 13h. La bénédiction, monsieur le Premier ministre. Voilà, une bénédiction. À l'étranger, un gros accident d'hélicoptère en Israël, 54 soldats tués, l'hélicoptère s'est écrasé au sol près de Jéricho. La fin de la session de l'OTAN à Londres, Jimmy Carter a prouvé qu'il voulait renforcer la défense atlantique. Et puis cette information assez extraordinaire qui nous vient de l'Oklahoma aux États-Unis. Désormais, dans cet État, les condamnés à mort seront exécutés par injection intraveineuse de barbiturique à action ultra rapide. C'est ce que l'on appelle, Paul Lefebvre, humaniser la mort. Oui, décidément, on aura tout inventé, la hache, le couteau, la scie, le pal, enfin la main à la pâte. Et puis un peu plus sophistiqué, on a eu l'intervention de la machine, c'est-à-dire le garrot et la guillotine. En temps de guerre, le côté noble avec le peloton d'exécution. Puis alors enfin, la troisième étape, avec la chaise électrique et la chambre à gaz. En somme, à chaque étape, l'homme qui tue s'éloigne de celui qui est tué pour sans doute ne pas s'identifier à la volonté de tuer. Alors il restait à inventer la piqûre de barbiturique, c'est-à-dire la mort tout à fait propre, si on veut dire. C'est fait aux États-Unis où il y a 500 condamnés à mort qui attendent que la peine de mort soit tout à fait rétablie. En réalité, la piqûre de la mort douce signifie qu'une fois de plus, on évite de se prononcer franchement. On est pour la peine de mort, mais on préférait de ne pas en parler. Et la réalité de la volonté s'efface devant le prétexte qui fait qu'on ne veut pas faire souffrir le criminel. C'est une décision grave qui vient d'être prise dans l'État d'Oklahoma, au moment où dans beaucoup de pays qu'on appelle civilisés, la tentation est forte, soit de ne pas abolir la peine de mort, soit même de la rétablir. Enfin, pour terminer ce journal, je vous le répète plus raccourci qu'à l'habitude, un hommage à l'une des plus belles des stars, Joan Crawford, qui vient de mourir à 69 ans.
Son nom ne dira peut-être pas grand-chose aux jeunes générations, mais tous les plus de 30 ans la connaissent. 80 films, parmi lesquels bien sûr d'abord Johnny Guitar. John Crawford, c'est aussi Les Possédés, Grand Hôtel ou Mildred Pierce qui lui valut l'Oscar d'interprétation. 80 films au total pour cette star qui débuta à 16 ans comme danseuse à Broadway. Comme Greta Garbo ou Marlène Dietrich, John Crawford aura influencé toute une génération de femmes. Sa façon d'étaler le rouge à lèvres, notamment, contribua à faire d'elle l'incarnation du sex-appeal des années 30. Mais ses derniers films, sous la direction de Nicolas Ray ou Robert Aldrich, nous laissent, au-delà du monstre sacré, le souvenir d'une très grande comédienne. Je préfère accepter votre offre, madame. Vous feriez mieux d'accepter la mienne. Laissez M. Guittard faire son choix lui-même. Vous ne m'êtes plus du tout sympathique tout à coup. Je sens que je vais en mourir de chagrin. J'ai horreur de perdre un ami. C'est la vie, que voulez-vous? Les amitiés vont et viennent. Vous voulez me jouer quelque chose, M. Guittard? Avez-vous une préférence? Oui, jouez-moi un air qui parle d'amour. Il jouera moins bien tout à l'heure quand il sera allongé à la place de l'autre sur la table de passe anglaise. Quelle mouche a piqué votre ami? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui vous prend? C'est plutôt à lui qu'il faut demander ça. Faire la cour à une femme inconnue amène parfois de graves ennuis. Êtes-vous une femme inconnue? Pour les étrangers seulement. À quel jeu jouez-vous tous les deux? Une joie, rien, mon ami. Oh, ce n'est pas l'endroit qu'il fallait choisir pour jeter l'encre. C'est cette dame qui m'a fait venir, pas vous. Si je tire face, je vous tue, monsieur. Et pile, vous lui jouez un air de guitare. Jouez-moi quelque chose. C'est plus joli en version originale. Un autre coup de chapeau à nos confrères du Times, qui tirent aujourd'hui leur 60 millième numéro. Et à cette occasion, on peut y découvrir en page intérieure une sélection de leurs articles historiques. Il en est certains qui remontent à 1789, à la prise de la Bastille, relatés avec 6 jours de retard par le correspondant du Times à Paris. Même chose, vous allez le voir, pour l'exécution de Louis XVI, évidemment. Pour des journalistes, ce sont des moments intenses. Voilà. Maintenant, la météo, très rapidement. La météo n'est toujours pas très optimiste. De la pluie le matin sur l'ouest et des éclaircies l'après-midi. Le contraire du Bordelais au nord-est. Et sur le reste du pays, un assez beau temps. Température stationnaire. Avant de vous quitter tout à fait, les résultats du loto. Et si je vous les donne aujourd'hui, c'est parce que le jeu fêtait son premier anniversaire. Plus de 7 millions de bulletins ont été vendus pour le tirage de ce soir. Voici les résultats devant vous, 1, 9, 10, 23, 28 et 48. Voilà, votre dernier rendez-vous avec l'information est à 23 h, avec toujours Betty Duro, mais je vous le rappelle, dans quelques secondes, vous pourrez assister en direct en compagnie de Bernard Père et Thierry Roland à la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre Hambourg et Anderlecht, le tenant du titre. Passez une très bonne soirée en notre compagnie. À demain.